En prévention de la violence, l'employeur a un rôle primordial à jouer. Je m'appelle Marie-Pierre Cornelier, vous écoutez Voix de fait, le balado du CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui lève le voile sur la violence au travail. Dans ce 6e et dernier épisode, déjà, on parle du mandat de l'employeur pour prévenir la violence et bien la gérer. Et avec nous, pour en parler, on reçoit 2 spécialistes. Tout d'abord, Géraldine Spitz. Salut Géraldine! Bonjour Marie-Pierre! Merci d'être là. Bonjour Marie-Christine! Bonjour! Géraldine, tu œuvres en santé et sécurité au travail depuis près de 20 ans. Au CIUS de l'Est, tu occupes les fonctions de coordonnatrice en prévention, santé et sécurité du personnel et tu es également très impliquée au sein de l'association sectorielle du réseau de la santé où tu sièges comme coprésidente patronale. Tout à fait. Marie-Christine Tremblay. Bienvenue Marie-Christine. Merci. Tu es avocate de formation, tu as œuvré en droit du travail, en santé et sécurité et dans le milieu de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. Donc, on est avec des filles de carrière. Et aujourd'hui, tu es chef des services des affaires juridiques au CIUS de l'Est. Oui. Tout d'abord, les filles, est-ce que c'est obligé de la part d'un employeur ou fortement recommandé de mettre en place des mesures pour prévenir la violence dans un milieu de travail? C'est obligatoire d'avoir des mesures de prévention chez tous les employeurs, pas qu'au CIUS. Donc, ça fait partie de la loi sur la santé et sécurité du travail ainsi que la loi sur les normes du travail. Donc, c'est une obligation. OK. Et comment on s'assure que cette loi-là, elle est bien implantée dans un milieu de travail? Comment on s'assure que l'employeur met en place ce qu'exige cette loi? Tu veux y aller? Ben oui, certainement. En fait, c'est sûr que on parle d'une loi. Alors, avec la loi vient bien évidemment plusieurs mesures qu'on met en place, dont notamment d'avoir une politique en matière de prévention de la violence, une politique qui soit bien évidemment connue de tous, dans laquelle on va retrouver notamment les rôles et responsabilités des acteurs. Et cette politique doit être diffusée, accessible et bien évidemment, ce qui se retrouve à l'intérieur de la politique doivent être mises en place afin d'offrir un milieu de travail sécuritaire. Et comme employé, quelles sont les obligations par rapport à la violence au travail? Écoutez, la première des choses, c'est que comme l'employé a une responsabilité d'assurer sa propre sécurité, mais également celle de ses collègues, en fait, ce qu'on va demander à l'employé, c'est bien évidemment de signaler les événements de violence ou de signaler ce qui leur apparaît, en fait, être de la violence en milieu de travail. Donc, ce qu'on va retrouver dans les milieux de travail, c'est « je le dirai pas, je le déclarerai pas à mon employeur parce que de toute façon, ça fait partie du travail. Un usager, par exemple, qui est violent ou une famille qui crie après nous, nous, comme personnel soignant, en fait, ça fait partie, souvent on va entendre, mais ça fait partie de la job. Alors que finalement, afin d'offrir un milieu de travail sécuritaire, il faut impérativement que nos employés relèvent, en fait, ces problématiques de violence pour que par la suite, en fait, le gestionnaire, avec les membres de l'équipe, puisse mettre en place des filets de sécurité pour éviter justement la récidive de ces incidents. Alors ça, je vous dirais que c'est vraiment une des grandes responsabilités des employés, c'est vraiment d'amener, de déclarer en fait la violence dans les milieux de travail. Donc là, on a compris que l'employeur a des obligations légales, l'employé aussi. Et qu'en est-il de l'usager? L'usager a l'obligation générale de civilité et de savoir-être. OK. Ça veut dire quoi? Parce que la civilité pour un ou pour l'autre peut-elle être différente? Oui, ça pourrait, mais disons que la civilité de base demeure quand même le standard pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est patient ou usager quelque part que l'adage le client est roi et tout ça. Donc, ça s'applique. En tout cas,
Selon moi, ça s'applique pas comme ça. Donc, c'est pas parce que tu es usager que tu as le droit de crier après les employés, que tu as le droit de les pousser, que tu as le droit de rendre l'environnement de travail des employeurs de la santé non sécuritaire. Donc, effectivement, là, ils ont des obligations, je dirais, morales aussi là, par rapport à tout ça, plus que légales, comme c'est le cas, par exemple, pour l'employeur ou les employés. Là. C'est quoi les conséquences pour l'usager, par exemple, qui fait preuve d'incivilité? On a l'impression, et là, je ne parle pas de façon générale, mais je parle un peu pour moi, là, mais parce qu'on est dans le milieu de la santé et jamais on va retourner un usager. Nous, on se doit de lui offrir des soins. Là, je parle d'incivilité ou de manque de respect. Là. Je ne suis pas dans une agression physique avec une clientèle, par exemple, en psychiatrie. Quelles sont les conséquences de un? Est-ce qu'il y en a des conséquences? Oui, il y a des conséquences. Peut-être, comme Géraldine le disait, il faut le dénoncer. Et une fois que c'est dénoncé, il y a certaines actions qui peuvent être prises pour justement éviter que ça se reproduise. Par exemple, moi, j'appelle ça des contrats de comportement. J'arrive de l'éducation, tu l'as dit tantôt. Donc, si l'usager ou sa famille ne se comporte pas de la façon attendue, on peut prendre entente avec eux que s'ils veulent que l'on maintienne les services, il y a un comportement qui est attendu. Et dans le cas où ça ne l'est pas, bien, ils n'auront plus les services. OK. Donc, ça peut aller aussi loin que, mettons, je donne un exemple. Si, par exemple, la personne est très violente verbalement envers les femmes et que ce sont des femmes qui vont lui donner les soins, mais que lui demande d'avoir des femmes, bien, il n'y aura plus des femmes. Ça va être Robert qui va y aller. Parce que il agit pas de façon correcte avec nos employés. Donc, il y a des gens qui pourraient faire des gestes à connotation sexuelle. Bien, si tu le répètes, il n'y en aura plus. Tu vas devoir faire certaines choses toi-même, alors que en ce moment, tu as le soin. Donc, il y a des façons de ramener les choses. Si la famille, par exemple, crie après les employés, écoute pas certaines consignes. Il y a des façons d'amener les choses. Les services juridiques aident beaucoup là, pour ce type de demande-là, pour justement tenter de protéger les employés. Parce que oui, la personne a le droit d'avoir des services, mais l'employé a également le droit de les offrir dans un milieu qui est sain et sécuritaire pour lui. Donc, il y a façon d'agir des deux côtés. Là. Okay. Et parlant des deux côtés, qu'en est-il au niveau organisationnel si l'organisation n'offre pas un milieu de travail sain et sécuritaire? Quelles sont les conséquences auxquelles elle pourrait faire face, cette organisation-là? Bien, juridiquement, en tout cas, il y en a plusieurs. On peut faire face à des griefs, des plaintes à la Commission des normes du travail. Ça peut être même des plaintes à la Commission des droits de la personne selon ce qui se passe. C'est des coûts. C'est des coûts énormes pour gérer les absences, les départs, les remplacements, la rétention du personnel. Parce que, comme je dis tout le temps, un cas de violence ou de harcèlement non traité ne se règle jamais tout seul. Donc, le fait de l'ignorer, ça ira pas plus vite ou de ne pas en parler, ça n'aidera pas ta cause. Donc, en parler, faire les démarches, justement pour éviter tout ce qui peut arriver par la suite. Donc, tous les coûts juridiques et en temps et en argent, c'est fou, là. C'est fou comment ça peut coûter. Exponentiel. Hein? Oui. Et si on va plus loin, Marie-Christine, tu as parlé de rétention. Ouais. Donc, on parlerait d'un grand roulement de personnel, par exemple. On parlerait également d'un risque réputationnel. Hein, qui veut venir travailler dans un endroit qui n'est pas sécuritaire. Hein? Donc, au niveau de l'attraction également, l'attraction et la rétention du personnel, et même, je dirais, la fidélisation par la suite. Hein? Ouais. Donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment majeur. On l'a dit, on a bien évidemment de l'absentéisme, que ce soit en accident de travail, mais on pourrait également se retrouver avec du présentéisme. Donc, des personnes qui sont en milieu de travail, mais qui finalement ne devraient potentiellement pas être là, donc où on se retrouve avec des employés qui peuvent être complètement désabusés, justement, et ils vont être présents, mais au niveau du rendement, par exemple, ça sera moins dans les attentes, etc. Donc, il peut y avoir vraiment des conséquences
extrêmement importante. Ça peut nuire au climat de travail aussi, hein, Oui, faut pas oublier. sûr. Hein. Entre ses pairs, Entre les dans les pairs. équipes, oui. Parce Hein? que si tu penses que c'est compliqué de gérer un mauvais climat de travail, c'est 100 fois pire de ne pas le gérer. Parce que ça va pas partir. Tu sais, ta personne que tu gères pas parce qu'elle est violente ou elle harcèle ou qu'elle est désagréable avec tout le monde, bien, c'est tout le monde autour qui va partir. Mais elle va rester là parce que tu la confortes en la gérant pas que son comportement est acceptable. Donc, tu sais, dès le départ, il faut jamais attendre puis avoir l'espèce de réflexe de « ouais, mais lui, il est de même » ou « elle est de même ». Tu sais, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui ont vécu pire. Tu sais, ça, là, c'est vraiment pas la formule gagnante. Pas du tout. Par exemple, on la connaît, la famille, c'est pas méchant, hein, mais ils sont stressés, c'est pour ça qu'ils crient. Il faut pas leur en vouloir parce que leur proche est malade, ils ont énormément de stress. Et en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'usager et la famille vont rester. Mais on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 accidents de travail. Ouais. Et finalement, on va se retrouver après ça avec un roulement de personnel important. Et ça pourrait même nuire jusqu'à la qualité des soins parce que avec ce roulement de personnel, en fait, à un moment donné, il y a une expertise qui se perd aussi. Donc, l'expertise qu'on va avoir, par exemple, pour bien agir auprès d'un usager parce qu'on a été formé, parce qu'on connaît très bien le plan de soins. Donc, si cette personne part, qui peut être une personne clé, par exemple, dans une équipe, on va se retrouver avec du personnel qui est moins formé, qui connaît moins peut-être les procédures. Et effectivement, ça devient un engrenage, en fait, un milieu à risque. Alors, dans les conséquences, tantôt, tu parlais, on parlait pour les usagers, mais il peut y avoir des conséquences pour la famille aussi. Parce que des fois, c'est pas l'usager le problème comme sa famille. Et ça peut aller aussi loin que des interdictions de visite. Donc, tu sais, c'est pas rien, là. Tu sais, si la personne est violente avec notre personnel, on peut interdire qu'ils viennent. Ça peut aller jusque-là. Okay. Il va y avoir plein d'interventions avant, là, mais ça peut aller jusque-là. Puis le gestionnaire, tu sais, tu parlais du rôle du gestionnaire, Géraldine, à quel point ça devient un peu ton allié, toi, comme employé. Encore faut-il que ce gestionnaire-là véhicule ces valeurs-là de prévention de la violence. Puis pour qu'il les véhicule, il faut que ça vienne d'en haut aussi. Le gestionnaire, en fait, c'est le capitaine de la prévention, hein, de par la responsabilité. Hein, on dit que l'employeur a la responsabilité de mettre en place des mesures. En fait, le gestionnaire, c'est le prolongement de l'employeur, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, en fait, c'est lui le capitaine. Donc, c'est à lui, en fait, de descendre ses attentes déjà par rapport à toute la prévention de la violence dans le milieu de travail. Donc, ses attentes par rapport au comportement attendus entre employés, hein, déjà, mais également ses attentes par rapport à la violence tout court dans son milieu de travail. Les filles, on a la chance d'être avec vous pour le 6e et dernier épisode de la série. Le mot de la fin de cette série vous est remis. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Qu'est-ce qui est important là, de se rappeler? Se rappeler de déclarer. De déclarer la violence, le harcèlement, de déclarer ce qui vous arrive à votre gestionnaire et que le gestionnaire se rappelle que c'est son obligation d'agir. Donc, moi, ça serait ça là, que je voudrais que les gens retiennent. Et moi, je ferais du pouce pour dire que, en fait, personne n'est seul face à la violence et qu'effectivement, le gestionnaire, c'est le capitaine de son équipe. Donc, c'est lui qui doit mettre en place les mesures. Mais le gestionnaire peut faire appel aussi à des experts. Oui, puis on est bien outillés aussi. Voilà, on est bien outillés. On a des experts dans l'organisation. Et également, je dirais, pour le mot de la fin, l'importance de travailler en équipe. Donc, les employés, les gestionnaires, les syndicats, l'importance d'avoir un comité paritaire également dans l'organisation qui va permettre de relever les enjeux, d'apporter également des idées et des solutions à mettre en place dans l'organisation. Bien, merci infiniment d'avoir été avec nous pour le 6e et dernier épisode de Voix de fait, ce balado du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez aimé l'expérience? Oui. Adoré.
Géraldine Spitz, tu es coordonnatrice en prévention, santé et sécurité du personnel. Marie-Christine Tremblay, tu es chef des services des affaires juridiques au CIUS de l'Est. On espère sincèrement avoir éveillé des consciences avec cette série. On espère que vous vous sentiez outillés si jamais vous deviez faire face à de la violence dans votre milieu de travail. Je m'appelle Marie-Pierre Cornelier et je vous dis à un de ces quatre.